inviter directement le premier intervenant, qui est Nicolas Dufourcq, directeur général de BPI France. On peut peut-être s'asseoir. Je passe aux questions avec notre premier intervenant. Vous avez écrit un livre récemment sur le sujet de l'industrie, et peut-être avant de parler de la réindustrialisation, si on pouvait peut-être revenir sur le sujet de la désindustrialisation, et puis peut-être expliquer pourquoi la France s'est autant désindustrialisée, parce qu'aujourd'hui le poids de l'industrie dans le PIB, c'est environ 10% finalement, ce qui est proche de la Grèce, alors que la France était une grande nation industrielle. Merci beaucoup Anaïs, merci de m'inviter. Bonjour à toutes et à tous. J'ai effectivement, les années passant, à la BPI, voulu progressivement comprendre le mystère de la désindustrialisation de la France. Étant entendu que quand la BPI a été créée il y a 10 ans, il était évident qu'elle était créée comme réponse à la désindustrialisation de la France. C'était dans l'exposé des motifs de la loi, c'était dans tous les débats au Parlement de l'époque, ça avait fait l'objet de nombreux débats et échanges à l'intérieur de la gauche et à l'intérieur de la droite qui voulaient créer une banque de l'industrie, il faut s'en souvenir. Et donc on était dans ce moment qui était un moment d'évidence autour du constat que l'industrie française avait perdu beaucoup de plumes et que le toboggan n'était pas terminé. Et à l'époque, on ne savait pas où ça allait nous emmener. Il y avait une certaine panique à bord, on va dire. Mais il n'y avait pas, à proprement parler, au-delà de l'idée de créer une banque publique d'investissement très centrée sur l'industrie, de diagnostic encore consensuel sur les raisons pour lesquelles la France était désindustrialisée. Raisons qui sont holistiques et politiques. Et c'est précisément parce qu'elles sont politiques qu'il n'y avait pas de consensus possible encore à l'époque. Il a fallu un peu de temps. Et moi-même, quand je me suis mis à interviewer les 40 entrepreneurs qui sont dans le livre, je ne l'ai pas fait tant pour écrire au fond un livre, je l'ai fait pour, au minimum, être sûr d'avoir été moi-même au fond de la question avec eux, en me disant que, puisque les économistes nous guidaient relativement peu, sachant que l'année dernière encore, quand vous prenez les différentes publications sur la désindustrialisation des grandes signatures de l'économie française, vous apercevez qu'ils ne sont toujours pas d'accord entre eux. Et donc je me suis dit, on va les réconcilier et on va interviewer les gens dans les territoires. L'industrie, il faut avoir le territoire aux tripes. Et c'est eux qui vont dire grosso modo ce qui s'est passé. Et c'est là que, j'ai envie de dire, la réalité s'est faite jour et un corpus incroyable est sorti de ces entretiens. Et je me suis dit, je ne peux pas ne pas le publier, ce corpus-là. J'aurais pu d'ailleurs continuer, j'aurais pu faire un livre de 600 pages en interviewant d'autres entrepreneurs dans d'autres filières. Ce qui est sorti, c'est que c'est toute la société française qui s'est détournée de son industrie. Donc, vous m'avez déjà entendu le dire, après tout, il faut rabâcher. Quand il se passe quelque chose d'aussi grave dans un pays comme le nôtre, qui est un très vieux pays industriel, société d'encouragement, Chaptal, un des plus vieux pays industriels du monde quand même, un pays qui est à la source d'une quantité abyssale d'innovation industrielle, beaucoup plus importante que la proportion de la population française sur la planète. Donc on est un immense pays d'inventeurs et on est un immense pays d'industriels. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien, pour que ça soit possible, au fond, diviser son industrie par deux, il faut juste que tout le monde l'ait décidé. Une espèce de consensus national. Et une fois que vous comprenez ça, vous apercevez que l'équation fonctionne. Les médias ont totalement cessé de parler de l'industrie. Les syndicats se sont détournés de l'industrie qui était pourtant leur corpus originaire, fondamental, et on est dans la grande transition du syndicalisme français vers l'économie servicielle, en commençant par les services publics, mais pas seulement. Le monde politique, on est dans une vraie démocratie, la France, donc le monde politique, il a vraiment épousé les contours de cette transformation profonde de l'anthropologie française. Il a représenté la France, donc le monde politique des années 2000, c'est un monde serviciel. C'est un monde qui croit au partage du travail. C'est un monde qui croit, comme Fourastier d'ailleurs, très tôt, en 1948, l'avait dit, prédit ou souhaité, qu'au fond, la société française est une société d'intelligence et ce n'est pas une société de production, comme si la production n'était pas intelligente. On a entendu jusqu'à ça. Alors, très influencé par une idéologie anglo-saxonne qui pénètre frontalement l'élite parisienne. Quand je dis élite, qu'on se comprenne bien, je ne suis pas du tout de sociologie bourdivine. C'est-à-dire que pour moi, l'élite, c'est les gens qui dirigent. Il se trouve qu'ils viennent de toute la France et de tous les milieux sociaux. Je crois à l'ascenseur social. Il est très profond. Il continue de fonctionner d'ailleurs très, très réellement en France. Mais
ce sont ceux qui gouvernent. Et ceux qui gouvernent, ceux qui dirigent, qui ont charge d'âme d'une certaine manière, les chefs, femmes et hommes, dans ces années 2000, étaient très très influencés par un mouvement idéologique, un mouvement d'idées, quoi, tout simplement, plus ou moins constitué en corpus théorique, qui venait de l'Atlantique, hein, qui était le corpus libéral. Souvenez-vous de l'admiration qu'on avait pour Tony Blair, hein, mais pas seulement, pour Clinton. Et donc tout ce monde-là, c'est un monde qui dit le nouveau modèle, c'est le modèle d'Apple qui ne fabrique pas, qui envoie tout en Chine. Ou c'est le modèle de Nike qui ne fabrique pas. Donc l'intelligence, c'est le design. Voilà. Et la France est un pays de design. Donc la French Touch, au fond, suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir la French Fab. Voilà. Et tout le monde y a cru. À partir de là, l'éducation nationale a emboîté le pas, évidemment. Donc on a cessé de former, beaucoup. Hein. Et puis, et je termine ma longue réponse à votre question, les industriels eux-mêmes, on va se le dire aussi, sont partis dans un tunnel de dépression qui les a rendus absolument mutiques et silencieux. On ne les a plus entendus. Alors les grands, c'est-à-dire les grandes multinationales, elles ont fait le job qu'on leur demandait. La France demande la fierté, elle lève le drapeau. Donc les multinationales ont conquis le monde. Elles l'ont fait. Elles l'ont fait en désindustrialisant la France, massivement. Mais on a aujourd'hui la fierté d'avoir des très grands groupes multinationaux. Quant aux PME familiales et les ETI familiales, eh ben, elles sont rentrées dans un espèce de tunnel de résilience et de résistance. Beaucoup sont mortes, énormément sont mortes, hein, tout simplement. Et celles qu'on a aujourd'hui, qui sont extraordinaires et qui sont la base même de la réindustrialisation de la France, sont les survivantes de cette époque. Merci beaucoup pour cette réponse complète. Et vous avez insisté sur le rôle des élites dans la désindustrialisation. Depuis mars 2020, peut-être un peu avant, on voit que le mot industrie est sur toutes les bouches, en particulier chez les décideurs politiques. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une prise de conscience des élites françaises, et quand je dis des élites, c'est le monde politique, le monde industriel, et notamment les grands groupes, et le monde financier, du rôle que l'industrie a dans une nation et de l'enjeu de réindustrialiser? Oui, je pense qu'on est un pays qui est un pays très divisé, où il n'y a pas beaucoup de consensus. Et il y a un consensus sur le produire en France. Donc profitons-en. Hein. Ce consensus, il est né progressivement, au fond, des conséquences de la désindustrialisation. Et alors, comment est-ce que, au fond, parce que moi j'appelle ça le drame, comment est-ce que ce drame de la désindustrialisation a fini par monter, percoler comme ça dans toute la société française, parce que ceux qui l'ont vécu, au fond, les ouvriers, hein, dans les territoires, ils l'ont vécu très tôt. Et ils ont fait remonter ce cri-là, mais ce cri ne remontait pas. D'ailleurs, il n'est pas remonté par les médias, très très peu. Alors il y avait des pneus qui flambaient, mais c'était des grandes infrastructures industrielles, et c'était des manifestations ultra-syndiquées. Mais la vraie souffrance de la PME qui ferme, ça remontait pas, c'était pas visuel. Et ça a fini par remonter, et c'est beaucoup remonté par la littérature. Hein, au fond, Houellebecq, et puis Nicolas Mathieu, des gens comme ça, sont les romanciers de la désindustrialisation. C'est intéressant de voir que ça passe par ce canal-là. Et c'est comme ça que se construisent des consensus progressifs. Donc aujourd'hui, il y a un consensus sur, on ne peut pas continuer le toboggan de la désindustrialisation, il faut le stopper. Bon, ça fait déjà quelques années qu'on y est parvenu, je pense. Hein. Et puis il y a un autre consensus qui est un consensus de fierté, c'est-à-dire qu'on peut plus accepter de n'avoir aucun objet de notre vie quotidienne fabriqué en France. Voilà. À partir de là, la route est longue, hein, parce que c'est tout un château de cartes qui est tombé, donc c'est tout un château de cartes qu'il faut remonter. Hein, donc il faut que les élus, mais pas seulement les présidents de conseils régionaux, qui sont tous hyper pro-industrie, pas seulement non plus les présidents de conseils généraux, de départements, qui grosso modo le sont, mais c'est les maires. Et c'est les petits maires, les maires de petites communes qui ont les friches et qui ont des électeurs qui n'ont pas forcément envie d'avoir des usines. Hein. Ça continue. Donc ce combat-là n'est pas totalement gagné. Cela dit, et je termine aussi ma réponse, moi, la conviction que j'ai, hein, c'est qu'on est dans un moment où la part de voix de l'industrie doit continuer d'augmenter systémiquement, mois par mois. Un jour, ça sera peut-être excessif. Peut-être qu'un jour, on nous dira, bon, ça va, on a compris, arrêtez. Vous êtes maintenant au centre de la société française, vous êtes au centre du débat public. Il n'est plus nécessaire de vociférer. Ce moment-là n'est pas encore venu. Hein. Donc moi, je pense que l'industrie française doit monter sur son tonneau. À chaque fois que je vais sur les territoires, j'étais en Vendée la semaine dernière, je leur ai dit, écoutez, qu'attendez-vous pour monter sur votre tonneau ? On vous entend toujours pas assez.
On ne vous entend pas assez. Et pourtant, c'est la Vendée. 3% de chômage, beaucoup d'industrie, etc. Mais même ici, je considère qu'on ne vous entend pas assez. On est dans une démocratie où gagnent ceux qui gagnent le combat d'opinion. Et c'est une démocratie elle est vocale. Et donc, en particulier à la radio, à la télé, sur les réseaux sociaux, etc. Vous avez vu tout ce qu'on fait. Merci. Nous tous, collectivement, il faut continuer. Il faut continuer résolument, parce que ce n'est pas encore gagné. Et donc finalement, comment on l'accélère cette réindustrialisation? Quel objectif on se donne aussi? Parce qu'on parle de réindustrialiser, mais on n'a pas forcément des objectifs clairs, en tout cas pas clairs pour le grand public. Et puis peut-être comment est-ce qu'on fait évoluer les modèles industriels avec la question de la place des salariés, ce qu'on leur donne, les perspectives qu'on leur offre aussi? Alors, il y a toute la question du rapport au travail, évidemment, qui est une autre question qui se pose en France en ce moment, mais qui est une question qui est au fond un peu, je pense, un peu tordue. Je vais vous dire pourquoi je pense ça. C'est que, paradoxalement, alors j'ai souvent cité ça dans les conférences, mais quand vous regardez Top Chef, qui est un monde de domination pure, vous êtes dans une cuisine, vous vous faites engueuler toute la journée par des chefs qui sont hyper verticaux, dans la culture industrielle d'avant, qui est vraiment la culture de la verticalité, où on surplombe complètement le salarié, le compagnon, et on a tous les droits sur lui. Et pourtant, tous les jeunes veulent devenir chefs. Ils trouvent ça formidable. Y compris d'ailleurs les enfants de l'élite parisienne qui voient ces émissions et qui se disent, après tout, la gastronomie, pourquoi pas pour moi. Donc, l'idée qu'il y ait une crise structurelle, définitive du rapport au travail, je n'y crois pas. Et du rapport à l'autorité. En fait, j'y crois pas du tout. Ce que je pense, c'est qu'il y a pu avoir une crise de la motivation, tout simplement. C'est-à-dire une crise du sens donné au travail et à l'énergie que je donne, et au fait que, en effet, dans mon équilibre vie professionnelle, vie personnelle, je vais donner beaucoup. Je vais donner beaucoup parce que ça a un sens incroyable. Il y a une aventure. Et je pense que l'industrie peut répondre incroyablement à ce type de désir-là de notre jeunesse. Et l'autre jour, j'ai sorti un post sur LinkedIn dans lequel j'ai mis juste le texte des 12 entretiens que j'ai fait avec 12 jeunes qui sont dans 2 ou 3 PME industrielles des territoires, une en Anjou et une dans le Lyonnais. Et des jeunes qui disent pourquoi ils adorent l'industrie. Et pourquoi est-ce qu'ils adorent l'industrie? Ils adorent l'industrie parce que c'est des défis techniques compliqués, c'est un jeu d'échecs à 3 dimensions, il y a un vrai truc. Ensuite, ça se renouvelle tout le temps. Il n'y a absolument aucune routine possible. On est soumis aux éléments. Il manque une pièce, on ne peut plus fabriquer. Donc et donc on est dans une PME constamment, évidemment, nécessaire, évidemment utile. Donc il y a un sentiment existentiel pour le jeune qui travaille dans une PME industrielle qui est objectif, et ils le disent avec leurs mots. Donc si vous retrouvez ce post, vous le trouverez, c'est sur LinkedIn. Avec leurs mots, ils disent, voilà, moi je suis totalement vivant. Et c'est ça que demandent nos jeunes. Donc je pense qu'on peut absolument drainer les talents français vers l'industrie. Je pense que les talents ingénieurs, c'est très très bien qu'ils aillent vers le conseil. Moi j'ai passé 10 ans chez Capgemini, donc je ne veux pas cracher dans la soupe. Mais la proportion de ceux qui vont dans le conseil, honnêtement, par rapport aux besoins, c'est la question d'Anaïs, dans l'industrie d'aujourd'hui, est trop importante. Il faut que nos jeunes ingénieurs aillent dans l'industrie. Voilà, c'est pour ça qu'on a lancé le VTE, qui marche très bien. Le VTE, c'est le VIE en France, volontaire territoire d'entreprise. Petite subvention, 4 000 €, et 8 000 € si le jeune est chargé de décarboner la PME. C'est pas mal, une petite subvention de 8 000 €. Donc c'est le VIE en France, pendant 2 ans. Donc la question des talents, elle est fondamentale. Du coup, la réforme des lycées professionnels en ce moment, pour la réindustrialisation de la France, c'est peut-être pas la mère des réformes, mais c'est une réforme essentielle. Il faut absolument la soutenir. Il faut la faire, cette réforme-là. Merci beaucoup. On a le temps de prendre 1 ou 2 courtes questions de la salle. Du coup, il faudra faire 1 ou 2 courtes réponses. Alors, qui c'est qui donne le micro? Je ne vais pas m'amuser. Attention. Hop. Merci. Merci, Sophie. Hop là. Bonjour, David Kahn, Fédéral Europe. Oui, je comprends votre ambition de réindustrialiser la France, mais on est rentré dans une ère où les grandes zones géographiques réindustrialisent avec de la politique industrielle. Comment vous comptez réindustrialiser en France alors que tous les leviers de la politique industrielle
la commande publique, la subvention, la réglementation, la politique commerciale sont européens. Est-ce qu'il ne faudrait pas penser à avoir un gouvernement européen responsable pour la politique industrielle en Europe? Merci. Bon, en fait, je vais être très positif sur le sujet. La France, dans le traité de Maastricht, a cherché à pousser l'idée d'une politique industrielle européenne. Tous les pays du Nord, et en particulier l'Allemagne, ont refusé. Il était impensable de faire une politique industrielle à l'époque. Aujourd'hui, l'Europe fait une politique industrielle. Et elle le fait même très vite. C'est-à-dire que l'IRA sort à la fin du mois d'août, on devient opérationnel au mois d'octobre-novembre, et la réponse, qui est le NZIA de l'Union européenne, validé par les 27 États, et débattu par le Parlement européen, sort en avril, quelques mois plus tard. Donc ça va très très vite. Moi, je ne suis pas du tout dans l'analyse de l'impuissance là-dessus. D'abord, je ne le suis jamais. Mais au cas particulier, on va se dire 2-3 trucs. L'IRA, c'est 450 milliards de dollars sur 5 ans. L'Europe valide en aide d'État 450 milliards d'euros par an. Donc l'Europe n'est pas du tout en retard dans sa politique subventionnelle. Pas du tout. Par ailleurs, au-dessus des 450 milliards qui nous accompagnent depuis des années, on rajoute un énorme bloc qui est un bloc de réindustrialisation européenne avec ce qu'on appelle les PIEC, les IPCEI pour le semi-conducteur, l'hydrogène, les gigafactories de batteries. J'étais hier à l'inauguration de l'usine de Douvrin. Donc en fait, c'est des tombereaux d'argent public qui sont en train de partir en pluie vers les initiatives de réindustrialisation européenne. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que ce soit, du point de vue des territoires, à peu près équilibré. Alors je vous donne un détail, qui est que depuis Jacques Delors, il y a en Europe un zonage des territoires qui peuvent recevoir des subventions. On va les appeler les territoires de l'or. Il y en a beaucoup en France. La France s'est très très bien débrouillée pour avoir un paquet de territoires de l'or sur lequel elle va pouvoir recevoir les subventions européennes. Par ailleurs, il y a à l'Union européenne la conviction qu'on ne peut pas laisser la pente naturelle de la réindustrialisation européenne privilégier massivement l'Allemagne. Il faut qu'il y ait de la réindustrialisation française, il faut qu'il y ait beaucoup d'industries en Europe de l'Est aussi, il faut qu'il y ait beaucoup d'industries en Italie. Et pour l'instant, ils font le job, c'est-à-dire que c'est quand même très équilibré, c'est très équilibré. La France a un agenda de réindustrialisation qui est extrêmement crédible et considéré comme extrêmement crédible par nos voisins européens. Donc il n'y a pas de... il y aura toujours des vents contraires. Le vent contraire du moment, c'est les taux d'intérêt, c'est l'inflation. Évidemment, et c'est les shortages sur un certain nombre de composants, sur les métaux, mais il y en a toujours eu. Quand Chaptal a démarré, il y avait des vents contraires, c'était pas facile, ce sera jamais facile, mais on n'est pas mal équipé, honnêtement. L'essentiel, encore une fois, c'est qu'on ait notre niaque. Hier, on a inauguré la Gigafactory de batteries de Douvrin. Eh bien, c'est extraordinaire, ils l'ont fait en 10 mois. C'est une usine qui fait 800 mètres de long. Et je vous assure, les Allemands étaient là, ils étaient complètement scotchés parce que leurs gigafactories de batteries, elles ne sont toujours pas sorties. On disait, les Allemands prennent 80% des gigafactories européennes. Oui, mais non, la première à ouvrir, c'est la gigafactory de Stellantis et de Daimler-Benz en France. Et voilà, donc il a fallu 1 an pour avoir le permis de construire. Tout le monde a gueulé pour l'avoir, tout le monde s'est débrouillé pour accélérer, puis ensuite en 10 mois ils ont bâti l'usine. Donc c'est la France, quand on a la bonne quantité d'énergie, de volonté, d'alignement des volontés, capable de faire des trucs incroyables. Voilà. En ce moment on est en train de sortir une énorme usine de semi-conducteurs à Grenoble. Voilà, elle sort. Et à elle seule, elle représentera 4 milliards d'exportations à terme pour la France. Et donc on est tout à fait capable de ça. Ce qui nous fait du mal en France et ce qui nous a toujours ralenti, c'est la Gaule, quoi. C'est-à-dire c'est les conflits picancolins, les coups de coordination, le parti du frein à main qui est quand même très très profond. mais le parti du frein à main, il faut l'impressionner, il faut lui faire peur du loup. Il faut... C'est ce qui s'est passé pendant le Covid et on a pu avancer. Merci beaucoup. Ça va être très frustrant, mais on arrive au terme de cet échange. Vous pourrez vous rattraper avec nos autres intervenants pour les questions. Merci beaucoup, Nicolas, pour votre temps. Bonne matinée.